Tu veux faire 1 million de vues, c'est pas compliqué. Tu prends ton téléphone et tu commences ta vidéo par... J'ai gagné 15 000 abonnés en un week-end. Et là, tu t'es dit OK. Là, tu t'es dit OK. Et là, ça te motive de continuer. T'as une addiction qui se crée. Honnêtement, c'est une drogue. Aux États-Unis, les gens disent vraiment ce qu'ils pensent, alors qu'en France, ils sont beaucoup plus. La majorité des influenceurs ont fait ça, mais même des influenceurs de télé-réalité. Il n'y a pas besoin de budget pour Non. faire ça. À partir du moment où tu commences à payer des pubs, t'es mort parce que... Je sais pas ce que j'aurais fait de ma vie si j'avais pas fait ça. Sur Instagram, idéalement, faut publier au moins une fois par semaine. Je t'arrête 30 secondes. Je suis Rassem Flazi, je suis fondateur de Legal Place. Aujourd'hui, c'est l'outil le plus utilisé et le moyen le plus simple pour créer une société en France. Un entrepreneur sur 10 crée sa boîte sur Legal Place. Si tu veux créer ta boîte, je t'ai mis un lien en dessous avec un code promo pour avoir une réduction. Hello Sixtine. Salut. Ravi que tu sois là parce Moi que aussi. parce qu'on a une chaîne orientée entrepreneur et ton histoire, elle est très intéressante parce que tu es fondatrice d'un groupe qui s'appelle le groupe média Le Crayon, mais qui a commencé par être un média. Et la création de contenu aujourd'hui, c'est une vraie tendance parce que c'est un nouveau type de marketing. Et tu es un exemple concret de comment passer de l'attention à capturer de la valeur. Parce que ceux qui font du média capturent l'attention, mais derrière, ce passage vers création de valeur est très intéressant. Et beaucoup de notre communauté sont intéressés par des tips marketing, etc. Donc on a ramené une vraie experte sur le sujet, sur la partie création de contenu, réseaux sociaux, marketing. Donc très content de te recevoir. Bah moi aussi. Cool. Donc aujourd'hui, le groupe, c'est plus de 4 millions d'abonnés sur les différentes chaînes. Donc on va essayer de parler à des gens qui veulent créer leur boîte et de les conseiller sur la création de contenu si jamais ça fait sens pour leur boîte. Okay, on va peut-être aussi traiter plateforme par plateforme. C'est pas la même chose sur LinkedIn, ce qu'on peut faire sur Insta, c'est pas les mêmes audiences, TikTok, etc. Tu as une vision large sur ça parce que tu conseilles des marques et des CEO sur différentes boîtes, différents secteurs, sur toutes ces plateformes-là. Donc, tu as une vision un peu globale. Nous, c'est vrai que sur Legal Place, on a commencé il y a 1 an, mais on est principalement sur la vidéo, YouTube, Insta et TikTok. Mais tu as une vision un peu plus large, donc on va évoquer ça. Peut-être une intro rapide pour que les gens te situent. Beaucoup te connaissent via tes médias. Un média, ça ne rapporte pas forcément suffisamment pour couvrir ses besoins. Il y a rarement des médias rentables. Toi, c'est tout un groupe que tu as créé. Tu peux expliquer juste le groupe, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on a 2 médias, 2 agences. On a développé donc à la base le Crayon, qui aujourd'hui est devenu le plus gros média de débat digital. Donc en fait, on fait des gros sujets de société et politique. Et en fait, on mélange des univers qui ne se seraient jamais rencontrés en temps normal. Ouais. Soit tu mélanges des idées, soit tu mélanges des gens différents. Donc soit par exemple, un ministre de l'éducation avec un youtubeur connu sur l'éducation et tu parles d'éducation. En fait, donc tu mélanges des écosystèmes pour en fait faire éclater les bulles. En fait, on a remarqué qu'il y avait trop de gens qui étaient trop dans leurs propres bulles algorithmiques et trop dans leur propre manière de voir les choses et que c'était très bien de confronter un peu ces univers-là. On a développé depuis 2 ans 2 agences. Donc on a développé donc Le Pinceau, qui est notre agence d'influence et d'intelligence économique, vraiment B2B pour des grosses boîtes. Et là, c'est vraiment des prestations de sur-mesure d'influence, de réseau, etc. Et après, tu as Le Surligneur, donc, qui est l'agence que moi je gère au quotidien, qui est notre agence de personal branding et de relations presse pour les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise. Et l'idée, en fait, c'est de faire d'eux des leaders d'opinion dans leur thématique, soit pour servir 3 différents objectifs, soit la visibilité, la crédibilité ou la conversion en lead. Ça rapporte évidemment les 3 quand tu es exposé, mais en fonction des stratégies que tu mets en place et des réseaux sociaux, tu touches plus facilement l'un des 3. Et puis on a racheté il y a 1 an, quand on a fait une levée de fonds auprès de quelques business angels comme Xavier Niel, David Layani, etc. Les Pépites de France, qui est le plus gros média sur le domaine du tourisme et du patrimoine en France. Ça a 2,2 millions d'abonnés, une app à plus de 500 000 téléchargements, ça marche très bien, on est ravis. Et ça met vraiment en avant toutes les belles pépites qu'il faut savoir en France sur des sujets vraiment de patrimoine et de tourisme, des châteaux, des paysages, etc. Ok, et donc le début c'était la partie média, ensuite tu as élargi sur tout ce que tu as décrit. Est-ce que tu avais en tête d'avoir cette constellation, ce groupe comme tu le décris maintenant, ou tu as commencé vraiment sur un média et ensuite tu t'es dit on verra à partir de là? On a commencé complètement en roue libre. C'est-à-dire qu'au début on s'est dit tiens, il faut lancer un média qui parle aux jeunes et qui reçoit tous les bords politiques, et après ça s'est affiné petit à petit, puis après les agences sont venues parce que c'était souvent des choses qu'on avait testées sur nous-mêmes en tant que fondateurs, par exemple le personal branding, et en fait on avait vu l'impact que ça avait, à quel point c'était pertinent pour nous de le faire, à la fois à titre perso et à la fois en termes de business pour la boîte. Donc on s'est dit attends, on sait le faire, on sait à quoi ça sert, il faut qu'on le développe en termes de service, et en fait à chaque fois c'était comme ça. Ok, et le Crayon, le média initial, la secret sauce, la sauce secrète que tu décris, c'était faire exploser les bulles comme tu as dit, donc faire confronter des milieux complètement différents. C'est ça un peu la secret sauce qui a permis de faire autant de vues au début. Et c'est la recette qui a continué à marcher après. Ouais, c'est la recette. Tu mélanges des gens improbables
que tu n'aurais jamais pensé vous voir ensemble, alors qu'en fait, quand tu les vois ensemble, tu trouves ça incroyable. Genre un prêtre et une actrice porno, genre un imam, un rabbin et un prêtre. On voit pas à la télé, ça. Des trucs quand tu vois en fait jamais à la télé. Ouais. Enfin, on pouvait un peu voir à l'époque, pas forcément en termes de profil les mêmes, mais en termes de pluralité de personnes. C'était les émissions de Frédéric Tadei. Qui faisait à l'époque, ça marchait très bien. On n'est pas accouché Non, c'était ce soir ou jamais. Ouais. Et justement, lui, donc il réunissait plutôt des politiques ou des écrivains ou des philosophes, donc c'était moins un univers, enfin, c'était plus l'univers de l'époque, mais aujourd'hui, nous on mélange aussi avec le digital. Qui était clair. Et donc ce média-là, avant que tu le transformes en une boîte plus large, ça a duré combien 2 ans, 1 an 2 ans, 2 ans et demi. Ouais. Ok. Moi, une question que je vois souvent des entrepreneurs qui sont déjà un peu établis et qui se demandent si on se lance sur le contenu ou pas, c'est est-ce que j'ose m'exposer, tu vois. Et cette peur d'être exposé, nous on a fait tout un sujet sur ça, ce qu'on appelle le spotlight effect. C'est quand tu rentres dans une rame de métro ou chez le médecin, dans une salle d'attente, tu as l'impression que tout le monde te regarde, alors que c'est faux, et donc tu stresses, et en fait personne n'a rien à foutre de toi. Et toi, vu de ton background, etc., d'où tu venais, est-ce que tu avais cette peur ou tu as ressenti cette peur ou tu n'étais pas du tout exposé à cette crainte? Non, pas tellement. Moi, j'avais plutôt envie de comprendre ce que c'était, justement. Donc, te mettre sur YouTube avec des univers improbables qui pouvaient éclater dans tous les sens, te faire juger par ton milieu qui disait mais pourquoi elle reçoit un tel ça se faisait pas peur, en fait? Non, pas du tout. Non, parce qu'en fait, comme on fait des gros sujets de fond, on n'est pas là pour faire du buzz sur des sujets profondément pas intéressants ou sur de l'actu. Même nos émissions sont parfois un peu trop complexes pour la majorité des gens, en fait. Oui. Donc au contraire, on n'a pas peur d'être jugé, c'est au contraire, on apporte beaucoup de valeur en fait. Moi, je ressens que quand les entrepreneurs sont déjà un peu établis, ils ont trop peur de leur image et ils ont peur d'être jugés si ils font des vidéos de pas bonne qualité, etc. Et c'est vraiment une crainte qui retient, je pense, 80% de gens qui veulent se lancer dans la vidéo. Peut-être que pas quand ils sont encore au début de leur business. Toi, quand tu conseilles des CEO, t'as pas eu cette impression? Si, non, moi, ils ont plus le syndrome de l'imposteur que la peur d'être jugé sur leur contenu. Ah. Ils ont plus un sentiment de je suis pas légitime pour le faire. D'où je parle. Ouais, donc plus que putain, qu'est-ce qu'on va penser si je m'affiche? Ah oui. Parce qu'en fait, si tu es gêné quand tu publies un contenu sur les réseaux, c'est que tu as l'impression que ton contenu est pas assez quali. Donc en fait, c'est pas le même sujet. T'as raison. C'est le perfectionnisme entre guillemets. C'est un peu qui ça. Repousse. Si tu publies du contenu sur une thématique qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, et donc en fait tu touches plus la même cible et entre guillemets la cible est un peu moins quali que celle que tu as l'habitude de côtoyer, là forcément tu peux être mal à l'aise. Sinon, l'autre problème, quand les gens sont, entre guillemets, comme le syndrome de l'imposteur, c'est plus parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux plus qu'autre chose. Et comment tu règles ça avec, si tu conseilles quelqu'un, comment tu le débloques? Le premier truc, c'est que tu seras toujours légitime et illégitime de faire quoi que ce soit dans ta vie, d'ailleurs, mais plus sur les réseaux sociaux. C'est juste en fonction de l'évolution de ta boîte et de toi-même, ta barre de légitimité, elle augmente en fonction des profils sur lesquels tu estimes que tu peux être légitime ou illégitime. Ok, par exemple, ton expérience perso, vous étiez tous très jeunes sur le crayon. Comment toi, tu t'es jugé légitime ou pas? Moi, je l'étais pas du tout en le faisant. Mais en fait, c'est vraiment cette phrase fake it until you make it. Donc t'assumais de pas être légitime? Non, je l'assumais pas. Aujourd'hui, je l'assume qu'à l'époque, j'étais pas légitime. Au début, je l'assumais pas, sinon les gens ne m'auraient pas suivi pour autant. Moi, je m'estimais pas légitime au début. C'est pas pour autant que je donnais pas des informations intéressantes. C'est juste que la majorité des informations que je donnais ne venaient pas forcément de moi. Oui, okay. Dans le sens où c'était des recherches ou autres, et je prétendais pas qu'elles venaient de moi. Mais la majorité du temps, quand tu publies sur les réseaux sociaux, les gens ont quand même l'impression que c'est des choses que tu as toi-même apprises. Oui. Et là, il y a beaucoup de choses au début, c'était pas forcément moi. Il y avait beaucoup de mes associés qui me conseillaient, des recherches que je faisais. Aujourd'hui, la majorité des choses que je dis, notamment sur LinkedIn, c'est des choses que j'ai moi-même apprises. Je fais plus de recherches pour. Oui. Mais quand même, ça a apporté de la valeur, même si ça venait pas de toi. Oui, ça a apporté de la valeur. Mais mais du coup, c'est pour ça que j'étais pas gênée de le publier. Oui, exactement. C'est parce que je savais que le contenu était pertinent. Ok. Et est-ce que tu observes qu'aux États-Unis, je sais pas si tu regardes les tendances, mais est-ce que tu les observes beaucoup plus créateurs de contenu que nous par les entrepreneurs, par exemple? Oui, surtout, ils sont beaucoup plus drivés par vraiment par le je m'en fous de ce que les autres pensent. Ils sont beaucoup moins centrés, ils sont beaucoup plus centrés sur eux-mêmes. Et surtout, ils osent beaucoup plus facilement dire des trucs que tu oserais beaucoup moins dire en France. Oui. Ils ont une liberté d'expression qui est totale aux États-Unis. Oui. Nous, elle n'est pas autant totale que ça. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses que tu pourrais pas dire. Pourquoi? À cause du jugement des autres? Ouais, à cause du jugement des autres, c'est une question de culture aussi, c'est une question d'habitude. Ouais, c'est leur manière de faire. Nous, on n'a pas du tout une liberté d'expression aussi grosse qu'aux États-Unis. Hein. Enfin... Clairement. Nous, quand on voulait commencer faire du contenu chez Legal Place, je me souviens que avec Hugo, je repoussais. On se faisait dans le calendrier un moment dans la semaine qui était prévu pour ça. Et je le repoussais sous prétexte que j'étais pas encore prêt en termes de texte, que j'avais rien écrit.
Et jusqu'au jour où je me suis dit, ok, je me bloque, je ne sortirai pas d'ici sans n'importe quelle vidéo. Et c'est que comme ça que je me suis poussé à le faire, en fait. Et depuis, ça a continué. Mais le démarrage était très dur quand même. La peur du jugement que tu décris, de le microcosme, pas la peur du jugement de tout le monde, en fait, de la population française ou quoi, mais plutôt des gens qui me ressemblent ou qui sont dans les mêmes positions et qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi ces trucs. C'est un vrai truc, quoi. Ouais. Peut-être quand t'es jeune, tu l'as un peu moins. Ça, c'est un des avantages. Oui, je l'avais moins parce que moi, j'avais rien à perdre aussi. Ouais, quand tu démarres, t'as beaucoup moins à perdre. T'as beaucoup moins à perdre, donc tu oses beaucoup plus facilement de le faire. Ouais. Et moi, je veux parler de convertir cette attention en capital. Et je me souviens, un exemple qui m'a frappé, c'est Alexandra Botez, la joueuse d'échecs, qui est hyper célèbre auprès de la communauté d'amateurs d'échecs, qui aujourd'hui, vu qu'elle est hyper connue, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend elle veut pas lancer elle-même une boîte, mais tous les mecs qui veulent lancer une boîte autour des échecs, elle prend 20-30% du capital et elle pousse leurs produits auprès de son audience. Et donc, elle est en train d'être associée dans plein d'entreprises. Il y en a une qui va devenir très grosse. Et c'est un exemple de convertir de l'attention vers le capital. Toi, c'est un exemple. On a beaucoup cherché en France pour trouver des exemples comme ça. Toi, tu es un cas d'école parce que tu es passé d'un média à une boîte. Est-ce que c'est un modèle que tu recommandes aujourd'hui à des gens qui démarrent ? Ce n'est pas forcément tes clients, parce que les gens qui démarrent n'ont pas le budget pour payer des prestations. Donc, ils doivent faire tout seuls. Mais toi, vu comment tu as fait, est-ce que tu conseillerais quelqu'un de commencer d'abord par une présence, par la production de contenu, avant de lancer une boîte ? C'est une très bonne question. La réponse va être relou parce que j'ai envie de te dire, ça dépend sincèrement de ce que tu veux développer. Si tu as pour objectif de développer un projet qui est très B2C, et pas forcément B2C, monsieur, madame, tout le monde, ça peut être même des B2C dans des niches spécifiques. Après, ça dépend juste des canaux que tu veux utiliser. Mais... Pour ceux qui nous entendent, B2C, c'est consommation, grand public. Grand public, ouais, grand public. Là, ça a un intérêt que tu le fasses. Mais tu n'as pas besoin de faire l'un puis l'autre. Tu peux faire les deux en même temps. En fait, c'est très bien de même deux. C'est encore mieux de faire les deux en même temps. Oui. Et là, pour moi, c'est hyper important de le faire parce que en fait, la communauté que tu développeras, ça pourra être tes clients derrière. Oui. Donc ça, c'est très important si tu le fais. Si tu as un objectif de boîte B2B, c'est très important que tu le fasses aussi, mais que tu le fasses là, par exemple, plus sur LinkedIn que sur Instagram, parce que tu vas toucher plus des B2B. Ça marche très bien, bien sûr. Okay. Moi, la majorité de mes clients sont B2B. Hein. Leurs clients à eux sont des B2B. Enfin, eux-mêmes font du... Enfin, les deux, en fait. Ok. Les deux, en fait. Ouais, okay. Les deux. Donc, même si tu es B2B, tu peux avoir de l'intérêt à commencer par la création de contenu directement en même temps que ta boîte. Mais dans ce cas-là, tu le fais plus sur LinkedIn. Parce que toi, tes clients... De toute façon, toi, tu as l'adresse du B2B. Donc, moi, je les deux, B2C, B2B. Mais avec ton média Le Crayon, qui est très grand public, ça te permet quand même d'avoir des clients grands comptes. Le média ne ramène pas de clients. La marque ramène des clients, mais pas le média. Mais la marque, le fait que tu aies ce média-là facilite beaucoup. Je pense, oui. Le fait d'avoir des clients... C'est la marque, quoi. C'est la marque du groupe. Oui, c'est la marque du groupe. Qu'est-ce qui attire ses clients vers vous ? Qu'est-ce qui fait que cette marque attire ses clients ? Je pense que ça... Alors, sincèrement, ça impressionne un peu la génération de mes parents, ce qu'on arrive à faire, parce qu'eux ne comprennent pas ça, et en même temps, c'est des codes qu'ils ne comprennent pas, tout en aimant le contenu et en trouvant ça pas mal, vraiment, ce qu'on a réussi à développer. Et en plus, comme on vend des prestats très liés au marketing digital et à l'influence, en fait, on est nous-mêmes, avec le Crayon et nous, en tant que fondateurs, les propres exemples de nos propres services. Oui. Donc, en fait, moi, en call, on ne peut jamais me dire, même remettre en question, est-ce que je m'y connais sincèrement sur les réseaux sociaux ? Parce qu'en fait, juste par A plus B, c'est la preuve de ton expertise. C'est la preuve de mon expertise. Ouais. Et c'est ça qui est trop fort, et c'est ça qui est imbattable, et c'est ça d'ailleurs qui fait qu'aujourd'hui, on est devenu, je pense, même la plus grosse agence de personal branding. C'est parce que je suis juste... En fait, dans toutes les autres agences de personal branding qui existent, il n'y a aucun fondateur qui est vraiment bien exposé. Oui, c'est vrai. Forcément, en termes de track record, comme on dit, vous avez le meilleur. Ouais. Si je démarre une nouvelle boîte et c'est grande consommation, donc c'est du B2C, ça peut être une marque de matcha ou je sais pas quoi, c'est au hasard. Au hasard. Est-ce que le fondateur doit faire ça, il doit poster du contenu sur Instagram, il fait quoi ? Pour moi, il faut qu'il développe à fond du contenu autour du matcha. Sur Insta, par exemple. Sur Insta, un sorte de compte autour du matcha. À quoi les bienfaits du matcha ? Pourquoi c'est pertinent par rapport au café ? C'est qu'il y a quoi dans le matcha ? Enfin, n'importe quel sujet autour du matcha. Pour commencer à créer sa communauté. Exactement. Et donc, quand il commencera à vendre du matcha, après... Et c'est quoi, genre, très concrètement, tu me conseilles de poster, je dis n'importe quoi, une vidéo par jour, je mets ma tête en tant que founder de ce truc de matcha, ou je mets une tête de modèle, ou IA, ou tu vois, qu'est-ce que je dois faire concrètement si je dois démarrer ? Alors, sur Instagram, idéalement, il faut publier au moins 5 fois par semaine. Oui. Un réel. Ouais, moi, à l'époque, quand j'ai explosé, je postais 1 fois par jour. Ouais.
Et idéalement, donc un réel, une vidéo de 1 minute à 1 minute 30. C'est mieux si c'est le fondateur qui est exposé, même mieux qu'un modèle, même mieux qu'une IA, parce que tu auras ce lien émotionnel qui peut se développer avec ta communauté. Je ne dis pas de faire que de la tête du CEO, du fondateur, qu'importe, mais d'avoir quand même tout le temps une présence, qu'on sache un peu qui est derrière le compte. Ouais. Ça rassure en fait vachement les gens. Clairement. Nous, c'est ce qu'on a fait une fois par semaine et on avait remarqué que l'algo aimait beaucoup plus quand il y avait une fréquence. Ils n'aiment pas ceux qui produisent de manière très épisodique, quoi. Ouais. Ils préfèrent quelqu'un régulier parce qu'il sait que... C'est mieux de poster 3 fois par semaine, mais que ce soit régulier, que d'un coup tout le temps, puis après t'arrêtes pendant une semaine, puis après tu reprends. Clairement. Et donc, ça, c'est accessible à tout le monde, ce que tu dis, parce qu'il n'y a pas besoin de budget pour faire ça. Un téléphone, ton téléphone, ta tête, tu n'as pas besoin de payer quelqu'un d'autre. Moi, j'ai entendu aussi que c'était mieux que ce soit le fondateur, la fondatrice, parce que la communauté, tu vas la créer autour de ta personne. Oui. Si c'est un modèle qui se barre, il prend la communauté avec lui, tu n'as plus de communauté. Exactement. Donc, quelque part, c'est obligé presque d'avoir un des associés. Il faut que ce soit quelqu'un qui ne risque pas de se casser de la boîte au bout de 2 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a un exemple en France de grande consommation où ça a été lancé, j'ai pas en tête, par du contenu? C'est-à-dire que c'est un mec qui a incarné son produit et c'est grâce à sa communauté que son produit a pris. Il y en a plein. Il y a des Thibaut InShape, il y a tellement d'influenceurs qui ont fait ça. Mais du coup, c'est plus des influenceurs. Ils sont devenus entrepreneurs ensuite. Oui. La majorité des influenceurs ont fait ça, mais même des influenceurs de télé-réalité. Hein. Même des gens, tu vois, c'est pas les gens les plus intellectuellement poussés. Ils ont développé après des trucs des marques de vêtements, de maquillage. Il y en a plein qui ont fait ça. Et ça existe même à l'époque télé, où télé-réalité se transforme crée un produit en fait. Via ça. Et donc, même si on n'est pas influenceur, il y a quand même possibilité, de la place de créer une communauté autour de son produit. Et poster 1 par jour, c'est pas énormément de travail parce que ça n'a pas besoin d'être monté. Je vais démystifier aussi chez les gens ce truc de ça doit être parfait, la vidéo doit être quali. Ah non, mais moi, vous regardez mes premières vidéos de l'époque, d'il y a plus de 2 ans, c'est un fou rire. Hein. Déjà, je parlais de séduction, le truc ressemblait à rien. Il n'y a rien qui allait. Mais tu as démarré. J'ai démarré et ça me prenait du temps. Je mettais 1 heure par jour à le faire entre le moment où je tournais et je montais moi-même sur CapCut. Et j'ai quand même pris 100 000 abonnés en 6 mois. Quand tu avais commencé, t'étais quoi à l'époque? Qu'est-ce que tu faisais? Moi, j'ai eu l'idée de monter le crayon quand j'étais encore au lycée. Ok. J'étais au lycée français de Lausanne en Suisse. Et en fait, les seules personnes avec lesquelles je pouvais parler de politique, c'était mes profs. Et je me suis dit, il faut absolument lancer un média qui parle aux jeunes et qui réconcilie notre génération avec les médias. J'en ai parlé avec mon frère Valran, qui lui est un passionné d'entrepreneuriat, était déjà un peu le petit vilain canard de la famille qui entreprenait, mais dans des thématiques qui n'avaient rien à voir, donc déjà très chaud. Et en fait, il m'a dit, go, mais moi je veux plutôt faire un média de débat. Et en fait, on a contacté l'idée est venue. On a testé des trucs. À l'époque, on avait même monté une appli. Hein. On écrivait des articles avec des éditorialistes qui étaient des étudiants de plein de bords politiques différents dans plein d'écoles. Enfin, on est parti de loin. Et t'avais le temps pour faire ça quand t'étais étudiante? J'avais le temps. Bah oui, parce que moi les études, j'étais très bonne en classe au lycée. Je trichais dans 2-3 matières stratégiques, donc c'était assez utile pour être bonne en classe. Mais j'ai jamais été quelqu'un qui adorait, j'apprenais jamais mes trucs par cœur. J'ai détesté le par cœur, donc en fait je foutais pas grand chose. Je trouvais toujours la manière la plus smart et intelligente pour être première de classe. Et en fait après mes études supérieures, j'ai commencé à la Sorbonne, donc à la Sorbonne j'allais jamais en amphithéâtre. Les TD j'essayais de les rater le plus possible, donc j'allais jamais en cours. Et donc en fait, maximisais ton temps libre. Exactement. Je le maximisais pas tant que ça à l'époque sur le crayon. C'était plutôt une période de ma vie où j'étais pas très bien parce que j'adorais la Suisse. Je me sentais tellement bien que quand je suis revenue en France, je l'ai très mal vécu. Et pourtant, je suis parisienne. Hein. Mais il y avait un tel décalage que tu avais l'impression de passer d'un univers à un autre. Et moi, j'ai très très mal vécu l'atterrissage. Et donc je me concentrais pas tant sur le crayon. Moi, j'avais mon conjoint qui habitait à Londres, donc dès que je pouvais, j'allais plus à Londres que je m'occupais du crayon. Et à ce moment-là, il y avait Jules Antonin qui nous avait rejoint. Donc en fait, le crayon se développait, mais en fait, on a attendu que janvier 2020 pour se mettre sur YouTube. En fait, ça faisait déjà entre guillemets 5 mois qu'on avait travaillé le crayon, mais plus sur un format à l'époque d'application. On avait eu genre 10 000 téléchargements en 5 mois. C'est pas énorme, mais pour nous, ça nous paraissait énorme à l'époque. Sur un truc que Valran avait lui-même codé. Enfin, on est vraiment bootstrap de bootstrap, tu vois. Mais en même temps, il y a du temps parce que vous étiez encore étudiant, donc la prise de risque, elle était minimale. Elle était minimale, ouais. Mais vous n'avez pas d'expérience. Non, ça, c'est l'autre minimale, côté. Mais d'un autre côté, moi, je sais pas ce que j'aurais fait de ma vie si j'avais pas fait ça. Ça a changé ta vie. Ça a changé ma vie. Ouais, clairement. Et donc aujourd'hui, ce que tu dis, c'est même en étant étudiante, tu as pu créer du contenu qui a suffisamment intéressé de gens. Ouais. Donc ça reste un monde où tout est encore ouvert quelque part. Ouais. Parce que tout n'a pas été fait, les gens n'osent pas encore changer les codes, etc. Donc j'ai l'impression que
c'est un des rares endroits en marketing où c'est pas saturé. Non, c'est pas Tu regardes la saturé. publicité Google ou la publicité Facebook, elle devient hyper chère. Je suis d'accord. SEO, c'est de la magie noire. Et de toute façon, avec GPT, ça peut changer avec le temps. Le contenu, ça reste un peu plus accessible pour des gens qui n'ont pas de budget encore. Ça reste accessible, c'est juste que forcément, si tu mets du temps à comprendre comment ça marche les réseaux sociaux. Oui. Nous, on a mis beaucoup de temps et on l'a compris parce qu'on l'a fait sur nous-mêmes. Il faut prendre Mais, le temps de comprendre. Il faut prendre le temps de comprendre. En fait, il faut tester plein de trucs. Et comme ça, Oui. les gens se rendent eux-mêmes compte de ce qui marche. Mais le problème, c'est que moi, je sais très bien que si j'avais pas pris aussi vite ou si on n'avait pas eu le crayon qui avait pris avant, j'aurais peut-être probablement au bout d'un moment arrêté parce que t'as pas de résultat en fait. Oui, Et c'est ça, hyper le truc. frustrant. C'est que moi, j'ai eu un moment, au bout de. Je publiais pendant 2 mois non-stop d'affilée. J'ai eu une vidéo qui à un moment a explosé. Là, j'ai gagné 15 000 abonnés en un week-end. Et là, tu La- t'es dit, OK. Là, tu t'es dit, ok. Et là, ça te motive de continuer. Oui. Et là, tu as, Mais- t'as une addiction qui se crée. C'est monstrueux. Ouais. Honnêtement, c'est une drogue. C'est une drogue incroyable. Tu regardes ton téléphone. Pendant un week-end entier, j'étais restée enfermée. Les notifs À s'arrêtent. actualiser. Non, mais ça s'arrête jamais. Les likes, les abonnés, ça s'arrête. Pendant un week-end, ça s'arrête. Moi, Hugo, à chaque Jamais. fois, il me dit, Rassem, arrête d'actualiser les stats. Parce que c'est une addiction. Et au Et tout c'est début, quand addictif. tu avais 1 million de vues, tu n'arrêtes pas d'actualiser. Tu te dis, est-ce qu'elle va. C'est monstrueux. C'est une addiction. Mais il faut qu'il y ait un succès dans les premiers mois pour tenir. Parfois, il y a des gens qui prennent beaucoup plus longtemps. Et en Bien fait, sûr. il faut persévérer parce qu'une fois qu'il y en a une qui marche, tu as une addiction telle que même sans effort, tu vas continuer à faire. Oui, après, tu as des paliers. En fait, t'en as une qui marche. Au bout d'un moment, tu republies, ça ne remarche pas, ça t'énerve. Et après, 1 ou 2 mois après, ça repète, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ensuite, Mais en pour toi, fait, 15 000, ce n'est plus un truc de ouf. Et en fait, même aujourd'hui, tu vois, j'ai genre plus de 245 000 abonnés sur Insta. Et je suis très sincère. Hein. J'ai pas du tout. Enfin, pour moi, c'est devenu comme si j'avais 3 000 abonnés. Oui, c'est banalisé. Maintenant, C'est tu devenu- regardes c'est millions devenu- et plus, et tu te dis, C'est- ça, pour c'est moi, des vrais et chiffres. en fait, j'oublie qu'à l'époque, je trouvais ça lunaire. Déjà, les gens qui avaient Oui. 50 000, 100 000 abonnés. C'était une réussite à l'époque. Ouais, aujourd'hui, je suis en mode, bah, ok. En fait, et du coup, même parfois, je fais des stories Insta, comme si limite, c'était mes potes qui me suivaient, genre vraiment comme si j'oubliais qu'il y avait juste 245 000 Parce personnes que qui tu as me fait le suivaient. même tu vois. compte, toi Bah, alors, oui, enfin, avant, j'avais un autre compte, perso. Mais aujourd'hui, je publie tu, plus rien. tu mélanges maintenant Je dans publie le. rien, je publie vraiment tout sur mon compte actuel. Ok, c'est une question qu'on s'était Ouais. posée à l'époque. Non, aujourd'hui, de- en fait, dans mon contenu, je suis vachement tournée sur l'intelligence sociale, mais dans mes stories, c'est vachement tourné sur l'entrepreneur, mon lifestyle d'entrepreneuse. Mais tes trucs perso, genre, je sais pas, les vacances. Je le mets dedans. Ok, donc ok, comme tu dis, il faut tester pour comprendre. Donc il y a des formats qu'on teste. Et tout à l'heure, on parlait juste avant, tu disais. Enfin, encore aujourd'hui, tu testes de nouveaux formats. Tout à l'heure, tu parlais d'un format assez innovant d'aujourd'hui où c'est un peu comme si tu étais enregistré à ton insu et que tu discutais avec quelqu'un d'autre, ça fait encore plus naturel et ça catch et ça marche pour toi. Il y avait une recette au début que tu as employée tout le temps ou il fallait trouver de nouveaux formats sans cesse? Où il n'y a pas de formule en fait? Si, alors, il y a des formats. Après, chacun trouve sa créativité dans les formats qu'il faut faire. C'est-à-dire que Instagram, c'est des petites vidéos d'une minute à 1 minute 30. Il y a plein de gens qui peuvent faire des stats lunaires en ne faisant pas le même contenu et la même créativité dans ce format-là, en termes d'autres formats qu'ils font dans ce format-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières. Moi, au début, je me filmais face caméra. Après, il y en a un autre format moi, qui a pété où j'étais à un bureau et j'avais un micro choureux, donc un sorte de micro, un gros micro, et je parlais face à la caméra, ça faisait beaucoup plus professoral. Oui. Là, j'ai testé un nouveau format où en fait, on a l'impression exactement qu'on me filme à mon insu. Et ça marche aussi. Donc en fait, Oui. c'est tant que tu respectes les codes de la plateforme, après, c'est juste quelle est la créativité, la valeur ajoutée que tu apportes Oui. et la phrase d'accroche que tu fais. Donc, donc la structure d'un réel, pour que les gens le suivent, il y a une phrase d'accroche au début Ouais, qui est hyper importante. le plus important. Parce qu'aujourd'hui, si tu peux avoir beaucoup de valeur au milieu de ton réel, mais Si ta s'il y a phrase pas la d'accroche est d'accroche, pétée, les gens vont pas rester et exact, ils vont ils vont scroller. même pas la remarquer. Non. Exactement. Et puis, Et il y a le combat aussi vers à l'attention qui est bah oui, gigantesque qui est aujourd'hui. monstrueux parce que les gens ont un taux d'attention, surtout sur les réseaux sociaux, qui est très, 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 très faible. Avec un combat sur ce temps d'attention très faible Ouais. de tous les mecs qui créent du contenu. En plus, t'es pas qu'en concurrence avec les Français. Non. T'as tous les contenus sans voix, les contenus américains, ouais, c'est etc. monstrueux. Hein. Et une fois que la phrase d'accroche marche, s'il n'y a pas de valeur dans la vidéo, et T'es foutu. pareil. Pareil. Et moi, j'avais Marche vu une pas. stat qui disait, enfin, c'était avec Hugo qu'on disait, c'est TikTok, il a une courbe de combien de gens décrochent au fur et à mesure des secondes. Et si 50% de l'audience arrive à la 5e seconde et qu'elle est toujours là, au moins la moitié, alors la vidéo va sans doute marcher. En fait, il voit combien de Ouais, ça gens m'étonne décrochent au bout de quelques secondes, quoi. Donc, quand on teste, nous, on regarde souvent la courbe de combien de gens ont décroché au fur et à mesure des secondes pour savoir si on a bien fait le taf ou pas. Bien sûr. Et donc ça, c'est les codes Insta, mais c'est aussi les codes TikTok. Ouais.
c'est à peu près les mêmes parce que tout le monde a TikTok copié encore TikTok. plus. C'est-à-dire qu'une Oui. vidéo peut exploser sur Insta et pas marcher sur TikTok. Par contre, une chose est sûre, c'est que si ta vidéo elle explose sur TikTok, elle marchera forcément sur Partout. Insta. Même YouTube, Ouais. nous on a testé. Ouais. Et parce que TikTok a le meilleur algo de recommandation. Parce qu'un c'est ça, un algorithme qui est recommandé que autour de la créativité en fait et de l'authenticité, beaucoup plus qu'Instagram. Donc il dépend pas du tout de ton nombre d'abonnés. Non, Si- ni ton nombre d'abonnés, ni de la valeur ajoutée que tu mets dedans. C'est vraiment quelle est la créativité et l'authenticité que tu as dans tes vidéos. Ouais. Et des vidéos, il n'y a aucun fond, elles explosent sur TikTok. Parce que la créativité est vraiment lunaire. Et on le voit aussi que les vidéos explosent alors qu'elles sont pas du tout quali en images. C'est parce que c'est pas la même tranche d'âge. Ouais. Donc je pense que les gens qui sont... Le public TikTok, qui est un public très jeune, est moins à la recherche d'un contenu où il y a du fond. Alors qu'Insta c'est déjà un peu plus Insta, mature. c'est déjà en âge. beaucoup plus mature, Et Facebook c'est encore plus vieux. encore plus vieux. Sachant qu'aujourd'hui si tu mets sur Insta, normalement ça publie aussi sur Facebook, donc c'est une seule plateforme. Mais c'est vrai que nous, on voit parfois des vidéos qui parlent à une génération d'avant, elle va exploser sur Facebook et pas sur Insta. Et comment tu vois YouTube alors dans tout ça? YouTube, c'est très pertinent si tu as un objectif long terme de communauté, dans le sens où YouTube avec LinkedIn sont les deux réseaux sociaux qui grossissent le plus lentement en termes de communauté, mais qui peuvent apporter le plus de valeur ajoutée en termes de lead conversion de clients, business, donc. de business. Parce que Et YouTube... de crédibilité. Parce que, en gros, c'est une image. Oui. Je sais pas si tu avais déjà vu passer sur LinkedIn cette image de tu vois un Bob l'éponge tout petit quand il y a marqué 100 000 abonnés sur TikTok, déjà un peu plus costaud quand il y a marqué tu as 200 000 abonnés sur Insta, vraiment méga stock quand tu as 100 000 abonnés sur YouTube, et là vraiment tu as le dieu de Bob l'éponge quand il a 100 000 abonnés sur LinkedIn. Parce que ça montrait en fait l'importance de la communauté que tu as en fonction des réseaux sociaux. Aujourd'hui, moi j'ai genre plus de 80 000 abonnés sur TikTok, mais quand je te dis que j'en ai rien à foutre, c'est que j'en ai rien à foutre à un level mais monstrueux. Pour moi, ça n'a aucune valeur Parce que ça ajoutée. ramène pas de business. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile d'avoir une communauté sur TikTok, donc je n'y apporte beaucoup moins d'importance. Et comme je sais que la cible est beaucoup plus jeune, ça a moins Pour un toi, intérêt ça a pour moins moi. d'intérêt, ouais. Mais C'est vrai qu'un follower gagné sur YouTube, il y a c'est beaucoup plus de sueur plus de... que bien sûr. mais il a de la valeur parce que en général, il va recevoir une notif. Oui, puis surtout qu'en fait, tu as aussi ce biais social de quand tu t'abonnes à quelqu'un sur TikTok, il n'y a pas marqué combien d'abonnés versus combien d'abonnements tu as. Sur Instagram, tu avais vachement ce truc avec tes potes de putain, tu as plus d'abonnés que d'abonnements. Enfin, tu sais, Oui, ce truc c'est vrai, un peu l'équilibre entre les deux. Sur TikTok, Oui. tu vois pas le nombre de personnes que tu suis, donc en fait, les gens s'abonnent beaucoup plus facilement. Et C'est YouTube, vrai. les gens s'abonnent moins facilement parce qu'ils veulent pas avoir dans leurs recommandations des chaînes qu'ils sont pas sûrs de vraiment aimer. Il faut vraiment qu'ils voient plein de vidéos avant de dire Exactement. ok, j'appuie sur ce Exactement. bouton de subscribe. Nous, on a remarqué un truc, c'est que TikTok a explosé dès le début. Le temps que Insta nous fasse confiance avec les mêmes vidéos, ça a pris des mois. Et YouTube, le temps que ça explose, c'était peut-être 6 mois, un truc comme Ouais, ça. c'est normal. Mais une fois que YouTube a explosé, moi j'ai vu l'effet beaucoup plus dans la rue en fait. Les gens me reconnaissaient, m'arrêtaient grâce à YouTube. Parce que je demandais à chaque fois quand on m'arrêtait, je dis tu me vois où, tu me regardes où, et ils disent YouTube. Et en fait j'ai remarqué TikTok avec les mêmes chiffres, ça laisse moins de traces. Bien parce sûr. que les gens ils sont moins impliqués émotionnellement dans Oui. la... C'est pour ça, moi, j'apporte pas beaucoup de valeur ajoutée à TikTok. Mais c'est un bon test pour savoir si les vidéos vont finir par Oui, marcher. c'est un excellent test. Si ta Parce vidéo, elle marche sur TikTok, elle marche forcément Et ailleurs. c'est rapide parce que TikTok tout de suite tu sais, alors que les autres prennent du temps. Donc c'est un bon test pour voir si tu es sur le droit chemin de la création de contenu, quoi. Ouais. Ok, donc ça c'est la vidéo. La vidéo est super puissante parce que tu vois la tête du fondateur. Donc en fait, si tu le vois 3, 4, 5 fois, à un moment c'est bon, il y a un lien qui se crée. Et la confiance est plus grande par rapport à des supports texte. Mais LinkedIn reste quand même... Alors nous, on l'utilise pas beaucoup sur Egal Place, mais il y a énormément de gens qui font du business apparemment via Vous LinkedIn. devriez, hein, vu la cible que vous touchez en plus. Ouais, c'est vrai. Et on n'a pas encore assez bien exploité LinkedIn et Twitter, qui sont vraiment deux mondes différents. C'est toi, de ton expérience, tu penses que toi, tu as eu des leads via LinkedIn? Monstrueux. Ok. Moi, tous mes leads viennent de LinkedIn ou de mes recommandations clients. Oui, ça c'est Je normal. fais aucune prospection. Je Ok. déteste ça. J'ai pas envie de T'as faire que des l'effort clients de qui faire. te contactent. J'ai que des leads qui me contactent. T'appelles pas en mode je suis 16, je fais ça. Never ever. Ok, ça c'est un luxe. C'est un luxe, mais en fait, moi, je suis un caractère à la base extrêmement flemmarde. Et je suis vraiment cette définition de Bill Gates, c'est-à-dire donne quelque chose de compliqué à un flemmard, il va trouver de la manière la plus rapide et intelligente de le faire. Je savais que moi, je devais prospecter, enfin trouver des clients, parce que moi, le commercial, c'était plutôt mon truc par rapport à mes autres associés. Sauf que j'avais aucune envie de faire de la prospection. Donc, j'ai juste développé mon LinkedIn, et en fait, ça m'a ramené des clients. Et donc, je me suis C'est ton trouvée LinkedIn là. qui t'a ramené. Mais aujourd'hui, quand C'est- tu fais des vidéos Insta. Ah, Insta, je Non, je parle de LinkedIn. tu vas mais dire mais LinkedIn, ça me fait penser à un truc. Tu continues à faire des vidéos Insta Ouais. pour avoir des clients, ou Non. plutôt c'est un endroit pour prouver
on est capable de le faire. Regardez, on le fait sur nous-mêmes. Non, alors Insta me sert zéro en conversion client, même dans ma stratégie perso. Insta, c'est plus, je veux le développer pour avoir une grosse communauté, parce que j'aime sincèrement bien le faire, et aussi parce que je sais que ça me servira pour des opportunités de médias, de mise en relation avec des gens, si j'écris à quelqu'un, on me répond parce que du coup j'ai beaucoup d'abonnés, d'être invité pour faire des conférences ou autre. Ça me sert dans d'autres objectifs moins précis. C'est plus indirect que LinkedIn, on va dire. Ça c'est va plus ramener pour des opportunités. Opportunités, crédibilité. C'est plus pour de la visibilité et de la crédibilité. Qui mais un zéro jour dans va le peut-être business. provoquer quelque chose. Ouais, mais je cherche vraiment pas à faire du business, mais parce que ma ligne éditoriale n'est pas centrée autour du fait que ça peut ramener du business. Je parle d'intelligence sociale. Si j'étais une psy ou une coach, je pense que ça me ramènerait beaucoup de clients. Clairement. Et le problème, c'est que quand je me suis lancée sur Insta, j'avais pas d'objectif précis. Je voulais juste avoir des abonnés, voir comment ça marchait. Si tu faisais du B2C, c'est sûr que tu aurais eu beaucoup plus de clients sur Insta. Bah, j'en suis persuadée. Et donc, pour revenir à LinkedIn, ça marche pour qui? Pour quel type d'entrepreneur faire du LinkedIn a du sens? Tout le monde. Tout le monde, même si c'est le B2C? Ouais, tout le monde. Ok. C'est juste que ça dépend quels objectifs tu as en fait. C'est-à-dire que soit tu as un objectif de crédibilité, visibilité ou de conversion. En fonction, tu fais pas la même stratégie de post que tu publies. Et en fait, ça rapporte toujours une utilité LinkedIn. Et même moi, j'ai beaucoup de clients qui ont des services B2C. Ça leur sert beaucoup parce que parfois, tu peux toucher des B2B2C. Oui, ou recruter parfois des talents. Alors, pour recruter, c'est monstrueux, magique, LinkedIn. Parfois, ça leur sert aussi pour avoir des médias, les journalistes qui leur écrivent aussi. Enfin, ça sert énormément. Moi, LinkedIn, c'est le réseau social que je trouve le plus pertinent. Visibilité égale opportunité de toute façon. Ouais. Et c'est quoi l'approche sur LinkedIn? Alors, je connais beaucoup moins. Est-ce qu'il y a cette même approche que sur les Reels et les Shorts, à savoir une accroche sur une ligne? Alors, c'est de l'écrit, c'est un autre talent. C'est la même manière de faire sur les réels, dans le sens, l'accroche hyper importante, il faut qu'il y ait du fond, il faut que ça soit efficace, il faut qu'il y ait un peu d'émotionnel. Donc, c'est un peu la même structure de fond qu'un réel. Ok. La différence, c'est que c'est le format écrit qui marche le mieux sur LinkedIn. Mieux que photo, vidéo. Photo et format écrit. T'écris un texte et tu mets une photo avec. Il y a toute cette mode où les gens mettent leur tête dans les photos pour attirer l'attention. On appelle ça du personal branding et les gens se mettent en avant. Non, même pas, c'est genre... Bah si, ils se mettent en avant eux-mêmes. Oui, ils se mettent en avant eux-mêmes, mais le post n'a rien à voir avec leur tête. C'est juste qu'ils font la photo pour que ça accroche l'œil et que les gens lisent le texte. Oui, mais surtout pour que les gens se rappellent que c'est eux qui ont écrit le texte. Parce que c'est du personal branding. Pas mal, ok. Puisqu'ils ne vont pas apparaître comme dans une vidéo, ils mettent la photo. Exactement. Et c'est quoi la fréquence sur LinkedIn? C'est un post par jour, comme sur les shorts? C'est 3 posts par semaine. Pas plus? Non. Si tu fais plus, ils te diffusent moins les posts, tu penses? Je pense que tu as beaucoup moins de caisses de résonance. Déjà, LinkedIn m'a confirmé que c'était pas plus qu'il fallait faire. Et moi, je l'avais déjà constaté, même avant qu'il me le confirme, qu'il fallait pas le faire. Moi, ça fait depuis le début que je publie que 3 posts par semaine. J'ai remarqué que c'était le meilleur ratio. Et j'ai demandé à LinkedIn, là, il y a quelques semaines, ils m'ont confirmé. Oui. Et quand tu fais un post LinkedIn, c'est quoi? C'est un travail comme sur un réel où tu as réfléchi à l'accroche? Ou c'est la valeur ajoutée qui est plus importante? C'est l'accroche et la valeur ajoutée dans ton texte. Pareil donc? Non. Non, je veux dire que c'est comme les vidéos Insta. Pardon, oui, c'est comme les vidéos Insta, sauf que les vidéos Insta, tu peux avoir zéro fond. Si c'est hyper créatif, ça va marcher. LinkedIn, si tu fais un post, même si tu fais le post le plus créatif du monde, même en termes de format ou de fond, ça ne marchera pas. Ah, donc il faut de la valeur ajoutée. Il faut vraiment de la valeur ajoutée. Et en plus, la plateforme pousse en avant les contenus à valeur ajoutée. Il faut que tu apprennes quelque chose en lisant le post. Ou alors que ça te suscite énormément une émotion. Oui. Mais les gens sur LinkedIn, c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas du tout sur LinkedIn. Non. Et il y a surtout des cadres qui sont sur LinkedIn. Donc c'est plutôt CSP+. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui aussi. Et beaucoup d'entrepreneurs. Mais il y avait tout ce cliché de dire que LinkedIn, c'est devenu trop une ambiance bizarre, cringe. Oui, parce que en fait, les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui publient des contenus complètement inutiles de j'ai fait un dernier saut en parachute, j'ai appris plein de choses sur l'entrepreneuriat. Oui, c'est devenu trop bateau. Mon chien est décédé la semaine dernière. Voici ce que j'ai appris. Voici ce que j'ai appris, ce mec, ta gueule. Parce qu'en fait, les gens ont pris trop au pied de la lettre le personal branding. En fait, il faudrait plutôt appeler ça du professional branding. C'est qu'en fait, tu mets en avant ta vie, mais ta vie de business. Donc en fait, des pas choses tes vacances, quoi. Non, en fait, ça, c'est que moi, tu regardes mon LinkedIn, tu connais rien de ma vie privée. Pourtant, tu as l'impression que je parle de moi. Les gens s'attendent pas à ça, alors que sur Insta, ils veulent un peu voir comment tu vis, qu'est-ce que tu fais. Et c'est ça l'erreur de beaucoup de gens. Sauf qu'après, encore une fois, si tu touches une cible de gens qui peuvent aimer ça parce que tu vends un truc un peu pas méga haut de gamme ou autre, très bien. Moi, je vois des gens, ils publient du contenu, mais zéro quali, mais ça marche très bien parce qu'à mon avis, la cible est ravie de ça. Moi, pour rien au monde, j'aimerais avoir la même cible qu'eux. Mais si ta cible pour ton business, c'est ça, c'est très bien. Si tu cibles des CSP+, des chefs d'entreprise, des mecs du CAC 40 et tout, qui est plus la cible que moi je vise, je vais pas avoir un contenu qui est pas quali. Donc en fait, c'est aussi quelle cible tu vises. Et en fait, et même quand beaucoup de gens à une époque qui critiquaient les gens qui disaient oui, à un moment tout le monde parle du fait qu'ils ont fait le marathon de Paris sur LinkedIn, tout le monde s'en fout.
on s'en fout. Mais si tu vends des compléments alimentaires pour le sport, du coup, c'est méga pertinent et logique que tu le fasses. Oui. Et en fait, c'est toujours de te poser la question de c'est quoi l'intérêt pour toi de poster un post sur un sujet. L'objectif C'est quoi l'objectif C'est quoi la de cible chaque aussi Ok, et donc toi, LinkedIn, tu confirmes, ça permet de générer des leads, parce que pour moi, c'était un mythe. Monstrueux. Et je voulais confirmer. Ok. C'est monstrueux. Et pour la majorité de mes clients, moi, ça marche très bien. T'as plus de... Ok. Des résultats plus forts sur LinkedIn que sur les autres réseaux, ou ça dépend beaucoup du client? Non, alors nous on accompagne beaucoup plus sur LinkedIn que sur les autres réseaux. On le fait sur les autres réseaux sociaux, mais je refuse beaucoup plus des clients parce que il y a certains clients, je sais que ça marchera jamais vu les niches dans lesquelles ils sont. Alors que LinkedIn, on prend tout parce que tout, je sais que ça marche. Après, moi, tous mes clients, ils ont toujours fini par avoir des leads grâce à LinkedIn. Quand ils avaient un objectif de lead. Clair, ouais. Et quand il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, mais je commence avec 10 abonnés sur Insta ou 1000 abonnés ou 500 abonnés sur LinkedIn, c'est rien. Et comment ça va créer cette forme de... Alors, je sais qu'Insta maintenant pousse comme TikTok à des gens qui te follow pas si la vidéo est jugée qualitative. Donc, même si tu commences avec 0 abonnés, s'il y a du fond et l'accroche est bonne, ça finira par marcher. Est-ce que sur LinkedIn, c'est devenu pareil? C'est-à-dire qu'un mec qui est inconnu encore, qui avait l'habitude d'avoir 2 likes sur des posts random, ou est-ce qu'il faut commencer avec Non, il faut quand même avoir un minimum de communauté pour vraiment avoir un post qui explose. Tu peux faire un post qui explose, mais si tu as vraiment 0 abonnés, j'y crois pas. C'est plus dur sur LinkedIn que sur les autres. En fait, LinkedIn, tu ne peux pas avoir une croissance exponentielle. C'est tellement rare. Tu peux avoir une croissance qui est linéaire, mais tu ne seras jamais exponentielle. Alors qu'Instagram et TikTok, ça peut être exponentiel. Ouais. Et c'est en fait, c'est que à force de publier, au fur et à mesure, tu as des gens qui vont s'abonner à toi. Mais tu as beau faire les meilleurs posts du monde dès le début, tu ne vas jamais gagner 10 000 abonnés d'un coup. Là où Instagram et TikTok, ça peut arriver. Oui, il y a moins ce côté explosif du jour au lendemain. Exactement. C'est beaucoup plus progressif. Ok. Et la vidéo LinkedIn, c'est aussi un autre mythe parce qu'ils ont dit on va pousser à fond. C'est un peu réaction à. Ils le poussent à fond d'ailleurs. Mais est-ce que ces gens-là consomment de la vidéo? Il y a des vidéos qui marchent extrêmement bien. Moi, je pense que c'est LinkedIn qui pousse en termes d'algorithme cette vidéo-là. En fait, LinkedIn peut très bien. Enfin, les vidéos peuvent très bien marcher sur LinkedIn, mais ça n'apportera jamais de conversion. Moi, les gens que je connais qui ont eu des vidéos qui ont explosé, ça a converti 0. Pourquoi? Je sais pas. Je pense parce que tu peux pas être beaucoup trop niche sur un sujet dans une vidéo. Et donc, comme t'es pas. Parce que sinon, elle ne devient pas virale. Et donc, qui dit pas niche, dit pas ciblé. Dit pas ciblé et donc dit pas de conversion. Parce que quand ça se touche tout le monde. Ça touche personne en même temps. Ta cible, elle est très minoritaire dans ce tout le monde, donc ça te fait pas de vente et tu te dis. Exactement. Ok. Et en fait, la vidéo, moi, j'y crois pas au long terme parce que je suis convaincue qu'en fait, la cible qui est sur LinkedIn n'a pas le temps de regarder des vidéos. Elle veut du texte. Et un autre problème aussi, c'est que LinkedIn, en général, t'as pas le son activé. Parce que c'est pas. Quand tu es sur TikTok, par défaut, il a activé le son parce que tu es en train de switcher. Alors que LinkedIn, il faut unmute, il faut mettre ton écouteur. Et donc, en fait, ce qui marche, c'est des vidéos, ce que j'ai remarqué, qui n'ont pas besoin d'être écoutées. Et ça marche, c'est la même chose sur Twitter. J'ai remarqué les vidéos Twitter aussi, Elon Musk essaie de les pousser à fond en disant mettez vos vidéos sur Twitter, c'est plus intéressant que les autres. Mais pareil, tu peux pas écouter la phrase d'accroche qui est la plus importante parce que c'est muté en fait, tu vois. Et donc je me dis certaines vidéos peuvent exploser, mais comme tu dis, on est plus à la recherche de un nombre de vues limité mais ciblé et quali qu'un nombre de vues très gros et monsieur tout le monde l'a vu, tu vois. Nous, c'est toujours ce dilemme qu'on a même quand on fait sur Legal Play, c'est est-ce qu'on cible 20 000 vues sur une vidéo mais que notre target, ou est-ce qu'on vise 1 million de vues mais dedans il y aura 20 000 notre target? C'est toujours un dilemme ça. Ça dépend de vos objectifs. Si vous voulez faire juste beaucoup de vues pour vous donner beaucoup de visibilité, ça vaut le coup. Si vous voulez convertir, tu vois, en fait ça dépend à chaque fois de quel est l'objectif que tu as. Et c'est parce que moi j'ai beaucoup de clients qui parfois étaient étonnés il y a un post, il faisait beaucoup de stats, d'autres beaucoup moins. Et en fait, je leur disais, bah oui, mais en même temps, là, tu avais un objectif de visibilité. Donc, forcément, ça n'allait pas te faire de conversion. Mais le but, c'est de faire beaucoup de likes et beaucoup de vues. Et après, moi, j'ai d'autres clients qui me disaient, attends, mais là, je comprends pas, j'ai fait 50 likes, j'ai eu 5 leads. J'ai dit, bah oui, mais tu avais un objectif de conversion. Donc, forcément, tu fais moins de vues, moins de stats. Mais les stats sont beaucoup plus qualitatives. Donc, en fait, tu ne seras jamais surpris de tes résultats si à l'avance, tu sais quel est l'objectif que tu veux faire avec tes posts. Clairement, oui. Je suis d'accord. Tu peux être surpris, mais tu ne seras jamais déçu, pardon. Dans le sens où tu ne t'atteindras pas en mode putain, j'ai fait beaucoup de vues, mais j'ai pas fait de conversion. Oui, mais c'était pas forcément le bon objectif. C'était pas le but. Voilà. Oui. Et le sponsoring dans tout ça, est-ce que c'est bien de sponsoriser ces vidéos? Nous, on a toujours eu peur de ça. J'ai jamais fait de ma vie. Tous les plus grands créateurs que je connaisse qui ont beaucoup d'abonnés l'ont jamais fait non plus. Moi, je pars du principe qu'il n'y a rien de plus puissant que l'organique. Après, parce que toi, tu es dans l'organique. Oui, mais parce qu'il n'y a rien de plus fort que l'organique. Oui. Parce que les gens sont vraiment là pour être. C'est une vraie communauté que tu crées. Quand tu fais du paid, c'est pas une vraie communauté. Et après, tu habitues aussi l'algorithme à payer.
Exactement. Et donc en fait, le jour Tu où deviens tu le pigeon redeviens... de l'algorithme, quoi. Exactement. Donc le jour où tu redeviens à la normale avec du super contenu, ta vidéo va être méga strikée par l'algo parce qu'ils vont avoir par habitude que tu les payes. Et donc il va espérer que tu payes. Exactement. Donc il te limite en vue, il te dit ce mec-là il paye. Exactement. Après, il y a aussi une évolution intéressante dans le marketing qui est que la publicité sur les réseaux sociaux aujourd'hui, elle se base beaucoup plus sur la création, sur la créa, comme on dit, que sur le ciblage. Avant, tu devais cibler sur Facebook ta cible par âge, intérêt, machin, etc. Aujourd'hui, c'est l'IA qui le fait à ta place. Mais du coup, là où tu peux te distinguer tes pubs et c'est là où ça peut performer ou pas, c'est la créa. Et donc, en fait... Non, mais c'est intéressant de pousser un contenu quand tu as un objectif de conversion, par exemple. Mais il faut le faire sur un post qui marche déjà bien. Tu penses que... Bah oui, parce que du coup, tu as encore plus de... Si tu as un post qui marche bien, si organiquement il marche, et que tu as déjà eu quelques leads grâce à un post... grâce à ce post, bah, c'est beaucoup plus pertinent là de le pousser parce que du coup, tu auras beaucoup plus de probabilité d'avoir d'autres leads qui tombent. Oui. Ne push pas un contenu qui marche pas parce que du coup, il risque pas de marcher quand même à la fin, même si tu le pushes. Oui. Donc, à part avoir écrit peut-être des vues qui sont juste écrits en plus, le résultat de fond va être complètement nul. Mais je suis quand même pour moi de pas le faire ou de le faire vraiment à des cas. Ou le faire sur le compte de la boîte. Ouais. Et sur ton compte perso, tu restes sur du pur organique. Oui, tu prends une des vidéos qui peut être publicitaire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu ne sais jamais quelle pub va marcher le plus en conversion par euro dépensé. Okay, donc tu te dis, cette pub, elle est très bien faite, j'ai pris quelqu'un qui passe très bien à l'image, etc. Le script est bien. Et après, tu as un mec qui fait une vidéo complètement pétée. Les gars, achetez mon produit, 30 euros, machin. Il la pousse et et du coup, là, aujourd'hui, ce que font les gens, c'est qu'ils font 20-30 créas différentes. Ils la donnent à l'algo et l'algo va choisir celle qui marche le mieux. Ouais. Mais c'est un autre monde. C'est pas construire une communauté, ça, c'est de la pub. Mais j'ai l'impression que les mondes un peu se croisent dans le sens où faire des vidéos qui marchent, c'est un art qui marche très bien dans l'organique, mais aussi dans la pub classique. Parce que si tu sais faire des vidéos qui marchent organiques, en pub, ça va cartonner, quoi. Oui, exactement. Ok, donc LinkedIn, 3 par semaine max, parce que sinon, ça va diluer. Ouais. Beaucoup de retours il faut éviter le cringe. Ouais, ça c'est clair. Comment ? Bah, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'il faut pas faire de contenu trop perso, quoi. Ouais. Et Twitter, c'est très peu utilisé en France, malheureusement. Moi, je kiffe Twitter. J'ai appris énormément de trucs dedans parce que on dit souvent que ce qu'on découvre sur Twitter ou ce qui se discute en Twitter, c'est trop en avance sur son temps. Et quand ça arrive sur LinkedIn, c'est déjà trop tard comme tendance, tu vois. Genre, dans les trucs les plus pointus, ça commence souvent sur Twitter. Ouais. Mais il y a très peu d'utilisateurs en France. Enfin, pas autant qu'aux États-Unis, tu vois. Et toi qui étais dans le média plutôt politique, t'as jamais été attiré par... Tu vois, donc si toi t'es pas sur Twitter, ça montre que c'est trop niche en France, en fait. Non, c'est que nous, on n'est pas un média d'actu. Twitter, c'est très bien quand tu veux faire de l'actu. Okay. Par contre, Twitter, ça ne marchera jamais pour le business. Les gens sont pas là pour ça. Tu convertiras jamais sur Twitter. Ça n'a aucun intérêt pour une boîte d'être sur Twitter. Ouais. Et même pour la visibilité ? Aucun. Ok. T'as plus de choses à perdre qu'à gagner. Sauf peut-être si ta cible, c'est des gens qui sont accros à Twitter, par exemple, si ta cible, c'est des mecs qui sont dans la cybersécurité, et que tu veux être connu dans Tu vas aller toucher sur LinkedIn, t'as pas besoin d'aller sur Twitter pour ça. Tu penses qu'ils sont sur LinkedIn, je te le confirme. Pour avoir des clients qui sont en cyber, je le confirme. Ok. Donc peut-être c'était un mauvais exemple alors. Mais il y a des niches peut-être sur Twitter qui sont pas sur LinkedIn. Moi, Twitter, je déconseille à mort, en tout cas, de trop s'exposer dessus si tu ne cherches pas à faire de la politique ou du journalisme. Oui, mais en politique, ça reste quand même le réseau de prédilection. En politique, c'est très utile et en journalisme, c'est très utile. Pour le reste, t'as plus à perdre qu'autre chose. Les gens vont dépenser 0 € via Twitter. Les gens qui commentent et qui interagissent, c'est plus souvent des gros rageux qui sont là pour critiquer. Ouais. Donc, t'as plus de risque de prendre un bad buzz qu'autre chose. T'as rien à y gagner. En parlant d'actualité sur ton business, vous avez fait l'acquisition d'un média. Ouais. Est-ce que tu peux parler de la logique ? Ouais, alors en fait, nous, on a une vraie thèse dans notre boîte à la base au Crayon qui est le fait de réunir. Ok. Au Crayon, donc dans le média Le Crayon, c'est que tu réunis des idées politiques différentes, des opinions et des univers très différents que tu réunis dans un même endroit pour qu'ils puissent échanger et discuter. Parce qu'on part du principe que dans une démocratie, la manière la plus saine de réunir les gens, c'est au travers du débat. Okay. Donc avec Le Crayon, on fait ça. Avec les Pépites de France, tu réunis en fait les Français avec leur territoire. En gros, l'idée, c'est quel est l'intérêt d'aller jusqu'à l'île Maurice quand il y a des pépites sublimes que tu as dans ton propre pays que tu ne connais même pas. Et c'est vraiment l'idée, c'est de mettre en avant notre patrimoine qui est quand même incroyable en France. Ça, c'est l'une des choses sur lesquelles on peut être le plus fier. Des paysages qu'on a qui sont sublimes et le fait qu'on ne réalise pas, mais qu'on est l'un des pays les plus visités au monde en termes de tourisme. Et c'est pas pour rien. Peut-être le plus visité, peut-être, non ?
Il y a des c'est années où pas c'est le plus impossible, visité. ouais. Ouais. Et c'est pas pour rien. Et en fait, c'est juste que quand t'es français, t'as l'impression que c'est normal. Et il y a des endroits sublimes en France. Si tu regardes les pépites de France, il y a des lieux. Enfin, moi, je regarde la vidéo, j'aurais jamais cru que c'était en Oui, France. c'est vrai. Et en plus, on ne trafique pas nos vidéos ni rien. Donc, c'est vraiment des vrais lieux. C'est pas du tout de l'IA. C'est Pas sublime. retouché Tu vois. Non, pas du tout. Ok. C'est sublime et tout. Et tu t'apprends que c'est en France, tu vois. Et en fait, c'est un média qui, à la base, bon, ça avait 1,1 ou 2 millions d'abonnés quand on l'a racheté. Aujourd'hui, ça a 1,7 ou 8 sur Insta. C'est un média Insta pur? C'est un média Insta pur. Ok. Et Donc vous avez acheté une page Insta. On a acheté une page Insta, mais qui en fait est le plus gros média en termes de stats. Et il y avait déjà une app avec 200 000 téléchargements, je crois. Qui répertorie des Qui lieux est trop belle. à visiter. Une map de la France qui répertorie toutes les pépites à connaître en France. Et maintenant, on a intégré une IA depuis là 1 ou 2 mois. Où en fait, tu écris vraiment ce que tu souhaites voir ou ce que tu veux. Et l'IA te suggère des lieux ou te fait des itinéraires, des trucs. Enfin, c'est incroyable. Et là, on est à plus de 500 000 téléchargements sur l'app. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est que mon associé Jules nous racontait l'autre jour qu'il discutait avec l'une de nos clientes qui allait se balader dans un village en France qu'on met en avant dans les pépites. Et la personne a rencontré des gens par hasard qui y sont allés aussi grâce à notre application Les Pépites de France. Et nous, on se rendait pas du tout compte de l'impact parce que même moi, à titre perso, j'utilise pas les Pépites de France, l'app, parce que c'est vrai que je suis plus en ce moment dans une logique de voyager. Et non, mais parce que c'est vrai que j'ai plus envie de découvrir justement d'autres pays. Donc je me rendais pas autant compte de l'impact. Et quand il nous a raconté ça, j'étais en mode... Moi aussi, énorme. je veux. Ouais, c'est lunaire. Non, mais j'étais en mode, c'est lunaire en fait, on réunit en fait à ce moment-là même des gens. Enfin bref. Donc c'est ça en fait un peu la thèse de base. Nous, en fait, le vrai objectif au long terme, c'est de devenir l'un des plus gros groupes médias digital, dans le sens où tu réunis plein de différents petits médias dans un panel où en fait, c'est sur des thématiques qui sont sous-exploitées, mais qui ont un potentiel d'image de marque et de business qui est lunaire. Donc c'est des verticales autres que... Verticales... Pas forcément toutes comme les pépites. Non, ça peut être après un média sur la tech, RH, climat... Et quand vous avez le savoir-faire pour faire exploser le média... On a le savoir-faire pour créer une communauté, pour trouver un business model autour d'une communauté. Et en fait, aujourd'hui, il y a énormément de médias sur des thématiques qui sont vachement sous-exploitées. Donc tu fais ce que je disais au tout début quand je te demandais si quelqu'un peut lancer une boîte aujourd'hui. Il peut démarrer par la partie média, le contenu, et ensuite il rentabilise ce contenu. Là, tu le fais sur des verticales. Tu attaques une verticale après l'autre. Exactement. Avec ton savoir-faire. Ça se trouve, on fera des choses différentes, mais pour l'instant, c'est la logique qu'on veut faire. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a racheté Pépites de France. Puis c'était aussi un concours de circonstances. L'opportunité était lunaire. Trop beau, ouais. Okay. C'était monstrueux, franchement. C'est vrai qu'il y a des médias sur Internet qui peuvent avoir des prix hyper intéressants parce que les gens juste veulent changer, ils n'ont pas rentabilisé le truc. Oui, que souvent, c'est des fondateurs qui entre guillemets... réalisent pas forcément ce que vaut leur boîte parce que quand t'es deux et que t'as déjà revendu un truc bien, tu réalises, et que en fait tu l'as créé de tes propres mains et que tu pensais pas que ça allait péter, tu réalises peut-être pas autant la valeur que ça a aussi, tu vois. Non, mais et surtout aussi ça vaut beaucoup plus pour vous, donc le prix intéressant parce que vous savez comment l'exploiter derrière. Bah du coup on l'a très bien exploité derrière. Exact. Et en fait associé à tout le groupe ça marche, oui, ça fait une très belle valo quoi. Nous on avait acheté chez Legal Place un média il y a longtemps qui était leader sur toutes les thématiques de création de société sur Google. Et pareil, c'est ça. Les mecs n'avaient pas beaucoup de moyens de le rentabiliser autant que nous, parce que nous, il y a tous les services derrière. Et donc, le prix peut être intéressant pour les deux, parce que eux n'ont fait un média, entre guillemets. Vous cherchiez le média, vous avez déjà le produit, mais vous cherchiez le média. Et c'était trop casse-gueule de recréer de zéro ce média-là pour nous, parce que c'est des années de travail. Le SEO, ils avaient 10 ans le média. Et pour eux, ils ont fait qu'un média, entre guillemets, et ils sortent avec une somme. Nous, ça nous sécurise, parce qu'on paye plus que si on avait recréé, mais quand tu recrées, c'est très risqué, tu sais pas si ça va marcher. Ouais. Il y a tout un truc magique qui fait qu'ils avaient le bon timing, le bon mix de formats, etc. Donc il y a aussi un business de scout, de recherche de pépites médiatiques, entre guillemets, soit pour son business, soit pour lancer un business. Oui, complètement. Très intéressant, c'est, je pense, une très bonne direction que tu prends là. Puis surtout les pépites, il y a un produit tech derrière, avec l'app. Oui, bien sûr, ça, c'est vrai. Et ça marche très bien, donc ça c'est très très scalable ça. Et comment les gens peuvent trouver ça? Juste ils tapent les pépites sur Insta? Oui, exactement. Ouais, les pépites sur Insta, sur Internet, qu'importe. Ok. Oui, ils veulent. Pour finir, est-ce qu'il y a un conseil que tu peux donner à des mecs qui veulent se lancer dans une activité business, n'importe laquelle? Est-ce que tout le monde doit considérer les réseaux sociaux dès le début nativement? Ou est-ce que, même s'il y a des gens qui sont introvertis, qui ont peur et tout, alors qu'il y a beaucoup de très gros influenceurs introvertis de base, en fait. Bien sûr. Mais justement, ça t'aide en fait après à être moins introverti parce que la barrière des réseaux sociaux t'aide à plus facilement à prendre la parole. Oui. Les gens sont beaucoup plus à l'aise derrière le téléphone que dans la réalité. Ça les entraîne. C'est un entraînement en fait. Tous les jours. Donc, est-ce que tu conseillerais des créateurs d'entreprise de... En fait, je le conseillerais à n'importe qui
Après, ça ne veut pas dire que c'est les mêmes résultats qu'il faut espérer derrière. Je reviens à ça, hein, crédibilité, visibilité au lead. Quoi qu'il arrive, c'est pertinent de le faire. Après, il faut être sûr de pourquoi tu veux le faire. En fait, tant que tu sais quel est l'un des 3 piliers que tu recherches à avoir et quelle est la cible que tu touches, là, après, tu choisis du coup en fonction le bon réseau social ou le bon moyen de communication. Et en fait, là, il faut le faire, quoi qu'il arrive. Oui. Et pour moi, c'est essentiel de le faire. Ça coûte pas beaucoup de faire un contenu par jour en vrai. Quand tu as le temps, parce que quand tu crées ta boîte au début, tu as le temps. T'as pas 30 personnes à gérer. Tu vois, c'est un moment où tu peux vraiment faire beaucoup de choses seul. Et je trouve que juste le retour sur investissement de juste poster un truc par jour ou 3 par semaine peut être monstrueux, même en opportunité de rencontrer un associé, un cofondateur. Non, mais moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et après, il y a beaucoup de boîtes qui lèvent des fonds quand ils se lancent ou autres, qui sont accompagnés. Enfin, en fait, il y a plein de manières de le faire, mais pour moi, il faut le faire. Que tu te fasses accompagner ou pas, il faut le faire. Oui, si tu te fais accompagner, c'est beaucoup plus rapide et ça marche beaucoup plus vite. Bon, quand tu as de l'argent, tu peux te faire accompagner parce que tu n'as pas le temps de te casser les dents. Mais quand tu es seul au début, tu peux tester plein de formats, tu as le temps d'échouer, entre guillemets. Exactement. Ben, merci beaucoup, Sixtine. Avec plaisir. Je pense que c'est un des meilleurs cas qu'on a en France aujourd'hui de création de contenu qui donne du business. Et j'espère que ça a inspiré beaucoup de gens. Le but, c'était un peu de banaliser ça au max pour que les gens ne se disent pas « Ah, il faut être un star de télé-réalité pour pouvoir le faire. » Sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de place aujourd'hui parce que beaucoup de choses restent à faire. Donc, ravi de te recevoir une autre fois si les gens ont besoin de plus de tips. Ouais, avec grand plaisir. Merci, Sixtine.